Vous connaissez sûrement le jeu du tu préfères, mais savez-vous choisir correctement vos produits? Savez-vous vraiment distinguer un produit sain d'un produit nocif pour votre santé? À choisir entre un croissant pur beurre fait maison et une salade toute prête mais avec une sauce industrielle, vous choisissez quoi? Dans cette vidéo, je vous explique comment reconnaître un produit pro-inflammatoire et je vous présente mon top 10 des aliments inflammatoires à fuir absolument. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Madame Shiitake et j'ai créé une méthode de nutrition bien-être pour vous aider à soulager vos douleurs chroniques durablement et sans frustration alimentaire. Je suis passée de l'errance médicale et la souffrance à l'apaisement de mon incendie intérieur en comprenant les messages envoyés par mon corps et en apprenant à répondre à ses besoins. Aujourd'hui, je me sens alignée et pleinement nourrie, c'est pour ça que j'ai à cœur de partager cette méthode où j'allie des conseils en nutrition et en développement personnel pour que vous réussissiez aussi à vous sentir bien dans votre assiette et bien dans votre tête. Je partage gratuitement les premiers pas de cette méthode dans un pack de démarrage à la cuisine anti-inflammatoire que vous retrouverez en description. Cliquez sur le lien pour savoir comment soulager vos douleurs durablement et sans frustration alimentaire. On m'écrit souvent pour me dire « Laura, j'ai des problèmes d'inflammation, j'ai des difficultés à digérer mes repas, je ballonne, je suis fatiguée, mon corps est comme rouillé ou je ressens un inconfort à l'intérieur, quelque chose ne va pas, mais je ne sais pas nommer ce que c'est ». Les personnes que j'accompagne ont souvent soit des maladies inflammatoires chroniques diagnostiquées, soit des interrogations sur l'origine de leur douleur. Et si le point commun était l'inflammation? L'inflammation est le terreau des maladies dites de civilisation. Elle perturbe notre métabolisme, elle est source de douleur, mais est-ce que ce sont les maladies qui provoquent de l'inflammation ou l'inflammation qui encourage l'apparition de ces maladies? Une chose est sûre, il faut limiter l'inflammation au maximum, car une petite flamme peut vite dégénérer en incendie incontrôlable. L'inflammation chronique et silencieuse concerne beaucoup d'entre nous. Et si le problème venait de notre assiette? Oui, le stress, notre mode de vie, la pollution ou même le sport intense peuvent être source d'inflammation, mais l'alimentation participe grandement à mettre de l'huile sur le feu. Et justement, on va parler de l'huile, car toutes ne se valent pas. Certaines vont être anti-inflammatoires, quand d'autres seront pro-inflammatoires. Les 10 aliments que je vais aborder dans cette vidéo sont peut-être des aliments que vous savez déjà être nocifs pour votre santé, mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ils sont inflammatoires et ça va sûrement vous couper définitivement l'envie de vous tourner vers eux. Mais je tiens à faire une mise en garde. Pour certaines de ces 10 catégories d'aliments, il existe tout de même des astuces pour les rendre moins inflammatoires et se permettre quelques petits écarts en limitant les dégâts. Vous ne savez pas quels sont les aliments inflammatoires? Alors, pour vous aider à y voir plus clair, voici les 10 catégories d'aliments inflammatoires à éviter ou au moins à limiter si vous voulez vous sentir mieux dans votre corps et manger plus sainement. Mais petit disclaimer, notez que si certaines personnes peuvent se permettre de limiter leur consommation de certains aliments, d'autres vont devoir s'en passer complètement. C'est à vous de juger en fonction de vos réelles intolérances ou allergies ou de votre état de santé ou vos besoins du moment. La première catégorie d'aliments dits inflammatoires, et ils font l'objet de nombreux débats, ce sont les produits laitiers. Alors oui, il y a les défenseurs des produits laitiers et ceux qui ne veulent pas en entendre parler du tout. C'est le lait de vache qui pose le plus de problèmes. Le lait de vache est pro-inflammatoire, mais là où je ne suis pas d'accord avec certains, c'est que pour affirmer ceci, il faut savoir de quel lait on parle et de quel produit laitier précisément. Car oui, il y a boire du lait et boire du lait. La différence entre les deux, l'origine du lait. Si vous prenez du lait frais qui sort directement du pied de la vache, ce n'est pas du tout le même aliment que du lait acheté en bouteille qui se conserve pendant plusieurs mois. Ce lait-là, c'est un produit ultra transformé, chauffé à très haute température, dépourvu de micronutriments, qui a été dégraissé et ensuite on lui a remis de la graisse pour atteindre les taux standards en graisse, par exemple s'il est écrémé, demi-écrémé ou entier. Bref, ce n'est pas du tout le même effet sur la santé et sur l'inflammation. Notez que le lait de vache acheté en supermarché est issu du lait de centaines de vaches différentes. Une sorte de bouillon de culture qui fait littéralement dérailler notre organisme qui ne sait pas gérer. Nous sommes bien loin du lait que nos grands-parents consommaient. Je ne vous parle même pas des antibiotiques, des pesticides, des hormones de croissance qu'on donne au bétail et des herbicides et autres produits néfastes que l'on retrouve dans le lait en raison de la mauvaise alimentation des vaches ou de la qualité de l'environnement où elles sont élevées.
Ensuite, si on zoome sur la composition en macronutriments, dans les deux cas, le lait de ferme ou le lait ultra transformé, il y a bien sûr des lipides, puis le sucre du lait, le lactose, et les protéines du lait, la caséine. Ce sont ces deux molécules qui sont décriées et on entend souvent qu'on ne peut pas boire le lait de vache car nous ne sommes pas des veaux. Alors oui, les mammifères produisent du lait pour nourrir leurs enfants et ce lait est adapté à leurs besoins. Or, nous n'avons pas les mêmes besoins que les veaux ni les mêmes facilités pour digérer le lait de vache. Beaucoup de personnes sont intolérantes au lait à cause de leur intolérance au lactose contenu dans le lait de vache. Ça en fait un produit très difficile à digérer pour nous. Ça vient du fait que plus on vieillit, moins on produit de lactase, l'enzyme digestive qui permet de digérer le sucre du lait. Mais parfois, c'est la caséine qui pose problème, et là, c'est une intolérance à la protéine du lait de vache qui concerne plus les petits et jeunes enfants et qui s'arrange avec l'âge, ce qui est l'inverse du lactose. De plus, le lait de vache contient beaucoup plus de caséine que le lait maternel et c'est une caséine plus dure à digérer. Et ce qui rend les produits laitiers problématiques et inflammatoires, c'est aussi car ils sont riches en graisses saturées, les mêmes que l'on retrouve dans la viande. Le lait consommé en trop grande quantité peut être responsable de la dégradation des parois intestinales et de leur perméabilité, surtout en lien avec des intolérances. Vous l'aurez compris, les produits laitiers peuvent être problématiques, surtout lorsqu'ils sont ultra transformés. Si vous ne voulez pas vous passer du lait, privilégiez le lait bio de ferme pour éviter au maximum de consommer le lait industriel qui affaiblit le système immunitaire. Sinon, tournez-vous vers du lait frais microfiltré et non surchauffé que l'on trouve au rayon frais. La composition du produit fini n'est pas du tout la même et ça change tout. Les produits laitiers sont riches en graisses saturées et si on ne veut pas les éliminer totalement, notamment pour les apports en calcium, même si on peut avoir notre apport en calcium via les eaux minérales ou les végétaux, on peut se limiter à 2 produits laitiers par jour, plutôt fermentés, type fromage à pâte dure, sans lactose ou les yaourts, mais faits maison. Attention, les produits laitiers végétaux industriels sont des produits ultra transformés que je ne conseille pas personnellement. Donc attention à l'origine du lait et à la transformation du lait. Un produit laitier du commerce industriel non bio, non fermenté, surchauffé et sans micronutriments est selon moi à éliminer de son alimentation car pro-inflammatoire, riche en acides gras saturés, sans intérêt par rapport à un bon produit laitier bio de ferme qui contient des micronutriments et qui aura été fermenté pour apporter une source de probiotiques et de calcium. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. On passe à une autre catégorie d'aliments problématiques pour l'inflammation et la santé en général, j'ai nommé la viande rouge. La viande rouge est aussi un aliment inflammatoire, notamment si elle est mangée en trop grande quantité. L'idéal est d'en manger une fois par semaine pour bénéficier de ses bienfaits comme source de protéines, de fer, tout en limitant ses mauvais côtés. L'excès de fer est pro-oxydant, donc pro-inflammatoire, donc on voit déjà qu'un excès de viande rouge n'ira pas dans le sens de la réduction d'un état inflammatoire. La viande rouge est riche en graisses saturées qui peuvent favoriser l'apparition de maladies cardiovasculaires. Elle est riche en acides gras de type oméga 6 qui favorisent le développement de l'inflammation. La viande rouge, ce n'est pas simplement le bœuf, ce serait un raccourci. Il y a aussi la viande de veau, d'agneau, qui est aussi plus grasse, de mouton, de porc, de chèvre ou encore de cheval. Le steak haché de bœuf est largement consommé dans le monde, il ne s'agit pourtant pas d'une viande de très bonne qualité. Si le steak haché est autant apprécié, c'est qu'il est facile à préparer, le meilleur ami des personnes qui n'ont pas le temps de cuisiner ou qui ne savent pas cuisiner. Incontournable des tables familiales, il a aussi l'avantage de se consommer de multiples façons, bleu, très cuit, hamburger, tout le monde y trouve son compte. Comme pour beaucoup de produits industriels, les steaks hachés de bœuf sont régulièrement au cœur de scandales de contamination à grande échelle par Escherichia coli. Cette bactérie peut être responsable de graves problèmes digestifs, d'infections ou de pathologies plus graves encore, les joies de l'industrie agroalimentaire. Encore une fois, privilégiez le bio si vous le pouvez et les produits issus de la filière bleu, blanc, cœur où les vaches sont mieux nourries, à l'herbe par exemple. Les produits issus de ces animaux ont un meilleur ratio oméga 6 sur oméga 3 et sont donc moins inflammatoires et problématiques que les viandes issues des filières de production conventionnelles. Troisième catégorie d'aliments pro-inflammatoires, les produits frits et tout particulièrement les frites. C'est tout un monde qui va s'effondrer pour certains, mais oui, les frites sont inflammatoires. Je viens de vous retirer en quelques minutes le fameux steak frites. 1 minute de silence pour tous ceux qui viennent de prendre cette terrible nouvelle de plein fouet. Mais ne proclamez pas trop vite que votre vie est foutue, vous n'êtes pas obligé de bannir les frites de votre alimentation. Comme pour le reste, c'est l'équilibre qui est important. Le problème ne vient pas
tant de l'aliment en lui-même, mais bien de la friture. Ce mode de cuisson, s'il permet un craquant et une gourmandise incomparables, est aussi un apport important en graisse et en composés nocifs pour notre santé. La consommation excessive d'aliments frits peut entraîner une augmentation significative des risques de contracter certaines maladies comme le diabète de type 2, l'obésité ou les maladies cardiovasculaires. Les risques d'hypertension sont également importants. La consommation trop fréquente de friture entraîne des réactions inflammatoires dans notre organisme. L'huile de friture peut y être pour quelque chose, c'est pourquoi il faut bien la choisir. En effet, certaines huiles de friture sont à éviter, c'est le cas des huiles qui contiennent des acides gras polyinsaturés en trop grande quantité qui ne supportent pas les hautes températures. Ces huiles, comme l'huile de colza, l'huile de noix, d'olive, fortement chauffées vont s'oxyder, produire des composés très instables qui eux sont très pro-inflammatoires, notamment dans les fritures industrielles. Là encore, il y a bonne et mauvaise friture. Pour que votre friture soit moins nocive, préférez les huiles qui supportent la chaleur sans se dégrader. L'huile d'arachide est un bon exemple. Le problème avec la friture, c'est que c'est un mode de cuisson agressif à haute température qui va provoquer la formation de composés toxiques et oxydants lors d'une réaction qu'on appelle la réaction de Maillard. Cette réaction a lieu quand on chauffe à haute température un élément riche en protéines et en glucides, ce qui donne une couleur dorée et une bonne odeur de produits grillés, mais qui forment des composés nocifs qui favorisent l'inflammation chronique et le stress oxydatif. Pour les frites, cette réaction va produire des acrylamides classés potentiellement cancérogènes et d'autres substances qui vont avoir un effet sur notre microbiote intestinal, favorisant la prolifération de bactéries pro-inflammatoires et donc l'inflammation chronique. En plus, la friture va augmenter l'indice glycémique des pommes de terre qui ont déjà un indice glycémique moyen. Les aliments trop sucrés à IGO sont pro-inflammatoires, alors la friture n'est pas la meilleure des cuissons pour la pomme de terre, car coupés en bâtonnets et passés à la friteuse, leur indice glycémique explose. Pour toutes ces raisons, les frites sont inflammatoires et à manger avec modération. On passe tout de suite à ce qui se fait de pire en termes d'inflammation, la pire catégorie d'aliments selon moi et de nombreux scientifiques, les produits ultra transformés. D'eux vont découler pas mal d'aliments et de catégories d'aliments, mais il faut les définir pour comprendre leur impact sur l'inflammation. Ce sont les produits proposés par l'industrie agroalimentaire. Ce sont des produits qui sont souvent trop sucrés, trop salés, trop gras, trop bizarres. Pauvre crabe en forme de bâtonnet. Il existe plusieurs façons de savoir si un produit industriel est inflammatoire. Plus sa forme est éloignée de celle des produits qu'il contient, plus les chances qu'il soit inflammatoire sont importantes. On peut citer les nuggets, les poissons panés, le surimi par exemple. Plus la liste des ingrédients est longue sur un produit, plus il est transformé et donc composé d'ingrédients potentiellement inflammatoires. Jetez un œil à l'étiquette de ces donuts au glaçage fluorescent. Il vous faudra un moment avant d'arriver au bout de la longue liste des ingrédients. Et puis c'est écrit en tout petit. Étrange. Plus les ingrédients ont des noms compliqués, plus vous devrez vous méfier. Aucun ingrédient avec un nom à 25 lettres et beaucoup trop de consonnes ne pousse ni ne vit dans la nature. Autant s'en passer. Il s'agit de produits de synthèse dont le seul but est de faire des économies sur les coûts de production. Si un ingrédient de la liste ne fait pas partie des ingrédients que l'on peut trouver dans vos placards, alors il faut fuir. Qui a déjà utilisé des émulsifiants, solvants ou agents de pelage pour faire une soupe? Ou encore qui fait de la soupe en utilisant des amidons? Bref, de manière générale, méfiez-vous des packagings au graphisme tapageur et aux couleurs trop criardes pour être honnête. Ils cachent souvent des produits qui nous font plus de mal que de bien, à nous et à notre planète. Donc on élimine de son alimentation les produits préparés industriellement que vous pourriez préparer maison. Les quiches industrielles, les croque-monsieur, les carottes râpées, pire, la mayonnaise, c'est déjà un produit riche en graisse, mais alors industriel, c'est en plus riche en sucre, le combo gagnant de l'inflammation. Riche en conservateurs, en additifs, en sucre caché, les produits ultra transformés sont souvent dépourvus de nutriments intéressants et surchargés en sel et en mauvaise graisse. La meilleure solution, cuisiner maison autant que possible. Parmi les produits ultra transformés, on peut aussi parler des viandes transformées. Le bacon, les saucisses, les charcuteries, je vous ai déjà cité les nuggets. Mais côté poisson, ils savent faire en sorte de nous appâter aussi avec les poissons panés, les surimis et autres formes originales. Le vrai problème des viandes transformées, c'est que la matrice de l'aliment, sa structure, a été modifiée par l'industriel. Ce n'est plus un aliment naturel car sa texture est modifiée, c'est généralement plus mou, plus facile à mâcher et c'est là tout le problème. Les nuggets, par exemple, sont des produits ultra transformés
qui sont bien loin du poulet dont ils sont composés. Il est d'ailleurs difficile de s'imaginer qu'ils sont faits avec du poulet lorsqu'on les voit. Ils sont en réalité le fruit de nombreux traitements successifs qui nous éloignent à chaque fois du produit de base qu'est la volaille. Moins on voit la fibre musculaire d'origine, plus l'aliment a été modifié et transformé. Puis les cuissons sont souvent aussi problématiques, ce qui donne des acides gras trans. Il y a des ajouts de produits chimiques et surtout de conservation. Ces aliments sont riches en nitrites et en conservateurs qui, une fois dans le corps, peuvent générer du stress oxydatif et de l'inflammation. Mieux vaut privilégier des protéines maigres comme le poulet, le poisson ou même des alternatives végétales naturelles. Si on zoome encore un peu plus au sein des viandes transformées, on peut faire encore pire. Les charcuteries, un aliment inflammatoire et en plus de ça, trop salé et nitrité. Le problème de la charcuterie, c'est qu'elle se paie le luxe de jouer sur plusieurs tableaux. Elle est à la fois trop grasse et trop salée. Un cocktail gagnant qui favorise l'inflammation de nos intestins qui n'en demandent pas tant. Nous avons évoqué plus haut quels étaient les risques de manger trop gras. Les acides gras saturés favorisent les maladies cardiovasculaires, mais un excès de sel, c'est tout aussi problématique. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, préconise une consommation de 5 grammes de sel par jour. Dans les faits, nous en consommons 2 fois plus et la liste des potentiels désagréments causés est longue. Hypertension artérielle, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, rétention d'eau, augmentation du risque d'œdème, vieillissement prématuré de la peau, maladies cardiovasculaires, ostéoporose, etc. Le jambon que nous achetons au supermarché est rose et il est peu cher et se conserve facilement. Toutes ces qualités en font un produit apprécié des consommateurs. Il est même un produit de base de nombreux plats bien typiques de chez nous. La crêpe complète ne pourrait se passer de lui, les endives au jambon non plus et le célébrissime sandwich jambon-beurre ne serait qu'un sandwich beurre. Bref, en France, le jambon, c'est culturel. Le problème, c'est que le jambon industriel est de plus en plus décrié. Il est composé de nitrites ajoutés qui lui donnent sa belle couleur rose et facilitent sa conservation. Ils abaissent également les coûts de production et donc de vente et c'est leur principal intérêt. Oui, ok, super, oui mais non en fait, car on sait aujourd'hui que ces nitrites sont responsables d'une augmentation significative du risque de cancer colorectal, l'inflammation ultime. Le problème, c'est que les industriels ne sont pas motivés à se passer des nitrites. Ils connaissent bien sûr son implication sur la santé de leurs clients. Quelques marques proposent cependant du jambon sans nitrite, sa couleur tire vers le gris, il se conserve moins longtemps et il est un peu plus cher. J'ai fait le choix de ne plus acheter de jambon au nitrite ajouté pour ces raisons. Autre star des rayons de nos supermarchés et des produits ultra transformés, les sodas. Ce sont des potions aux propriétés inflammatoires puissantes. Ils sont trop sucrés et nous avons tous déjà vu ces démonstrations dont le but est de mettre à côté d'une canette le nombre de morceaux de sucre qu'elle contient. Des vidéos qui permettent de prendre conscience des quantités de sucre ingurgitées à chaque gorgée. S'il est très présent dans les sodas, le sucre l'est dans notre alimentation en général. Si on ne fait pas attention à ce que l'on mange, c'est le début des ennuis. Même les plats cuisinés salés en contiennent. Et pour cause, le sucre crée une dépendance dont il est difficile de se défaire. Pas étonnant donc que les industriels en mettent partout. Une sorte de fidélisation du client à son insu. Les sodas sont les boissons inflammatoires par excellence, car industrielles, car trop sucrées, mais aussi car contenant des substances chimiques et pro-inflammatoires, comme les conservateurs, les exhausteurs de goût ou encore les édulcorants artificiels. Vous pensez bien faire en remplaçant le sucre par des édulcorants comme l'aspartame ou autres. C'est une mauvaise idée. Certaines études suggèrent qu'ils perturbent le microbiote intestinal et entretiennent l'inflammation. Mieux vaut miser sur des alternatives naturelles comme le miel d'acacia ou le sirop d'érable. Donc retenez qu'il faut évidemment bannir les sodas de votre alimentation. Pour celui-ci, je n'ai pas de nuance à apporter et par la même occasion, n'utilisez plus de sucre raffiné type sucre blanc, car il est déjà présent partout, caché dans plein de produits du commerce et c'est lui le carburant de votre inflammation. Il provoque des pics de glycémie, fatigue le pancréas et favorise la résistance à l'insuline, ce qui peut mener au diabète. Alors si vous voulez limiter l'inflammation, n'achetez plus de sucre blanc ou raffiné. Après le sucre blanc, on peut aussi citer la farine blanche, autrement appelée farine raffinée. Je vais parler ici des céréales raffinées qu'on retrouve dans notre alimentation sous forme de farine blanche, riz blanc, pâte blanche, tout ce qui est à base de farine blanche, pâtisserie, gâteau,
car pour ce qui est des céréales, ce n'est pas que le gluten le problème, mais aussi et surtout le raffinage qui en fait des aliments à index glycémique haut et donc encore une fois trop sucrés. Ça augmente l'insuline, c'est pro-inflammatoire, donc évitez tout ce qui est IGO comme les amidons, les produits sans gluten industriels qui sont hyper inflammatoires. J'en ferai une vidéo spéciale, mais c'est une grosse erreur que d'acheter des pâtes sans gluten dans lesquelles les industriels remplacent la farine par des farines de riz blanc et amidons de maïs. C'est pire que tout pour votre inflammation. En plus, ces farines raffinées ont perdu leurs fibres et leurs nutriments qui sont dans l'enveloppe des grains. C'est ça qui fait que la glycémie s'emballe et que ce n'est pas si intéressant que ça nutritivement. Si on fait un zoom sur l'aliment céréalier le plus pro-inflammatoire, je parle du pain de mie blanc industriel. Selon moi, il fait partie des aliments à bannir de son alimentation. Il n'apporte rien d'intéressant qu'on ne puisse retrouver ailleurs. C'est simple, il fait la somme de tous les problèmes que nous avons déjà abordés. Il est très sucré, propriété dont on peut se passer tant notre alimentation aujourd'hui est sucrée. Il fait partie des produits ultra transformés, pauvres en nutriments, dont la matrice a été modifiée. Tout mou, ce pain n'a rien à voir en termes de mâche par rapport au pain traditionnel. C'est léger, ça ne cale pas, ça colle aux dents, c'est merdique. Il est composé de nombreux agents de texture, additifs et émulsifiants qui sont délétères pour notre organisme et favorisent l'inflammation des intestins et en plus perturbent notre microbiote intestinal. Il est plus pauvre en fibres que d'autres pains. Le pain de mie blanc réussit l'exploit de vous faire manger du pain sans profiter des bienfaits du pain, tout en souffrant des inconvénients de la nourriture industrielle. Derrière la question de ce pain de mie blanc se cache aussi celle du gluten et des farines raffinées en général. Dans ces produits, on ajoute en effet du gluten et en plus du gluten naturellement présent dans le blé, on fait du pétrissage très rapide qui va rendre le produit encore plus mou et élastique. Ça plaît à certains, mais certainement pas à notre intestin. Tout le monde n'est pas intolérant au gluten, mais certaines personnes y sont sensibles. Chez elles, il peut provoquer ballonnement, des douleurs articulaires et une inflammation chronique. Si vous pensez être concerné, tentez de réduire votre consommation de gluten et observez les effets sur votre corps. Le gluten est souvent présenté comme pro-inflammatoire et favorisant la perméabilité intestinale. C'est surtout ça le problème, car si l'intestin n'est plus étanche, des résidus et pathogènes présents dans l'intestin peuvent traverser la barrière intestinale, rentrer dans notre organisme et provoquer cet état inflammatoire. Notre système immunitaire cherche à se défendre et quand on consomme trop de gluten, eh bien ça peut vite devenir la guerre dans notre organisme en provoquant une réaction inflammatoire importante. Ce qui pose problème, ce sont donc les excès de gluten si on y est juste sensible, car en dehors des cœliaques, il n'y a pas de raison selon moi d'éliminer totalement le gluten. Je l'ai réintroduit par petites touches et surtout via des astuces comme le levain, les bonnes farines anciennes bio et de façon exceptionnelle. À vous d'apprendre à écouter les signaux de votre corps et à reconnaître ce qui provoque ou non de l'inflammation. 9e catégorie d'aliments inflammatoires, les boissons alcoolisées. S'il est recommandé de boire de l'alcool avec modération, c'est pour de nombreuses raisons. Nous pensons tous aux risques liés à la conduite sous l'emprise de l'alcool ou aux maladies liées à l'alcoolisme prolongé, mais les risques ne s'arrêtent pas là. L'alcool consommé de façon excessive est généralement un aliment inflammatoire. Par rapport aux autres aliments déjà listés, il a le défaut de provoquer une forte dépendance, plus encore que celle au sucre déjà évoquée. Une consommation occasionnelle peut devenir régulière sans qu'on s'en rende compte. L'inflammation s'installe alors durablement et il devient difficile de lutter contre ces deux maux qui travaillent de concert. Modération et équilibre sont encore plus que pour le reste les maîtres mots pour consommer de l'alcool sans qu'il devienne néfaste. L'alcool en excès agresse la muqueuse intestinale, déséquilibre le foie, favorise l'inflammation chronique et perturbe notre microbiote intestinal. De plus, boire de l'alcool entraîne des carences en vitamines et donc baisse la capacité antioxydante de notre corps. Cela limite donc l'action anti-inflammatoire car les vitamines et minéraux sont des cofacteurs de nos défenses anti-inflammatoires, ce qui joue en faveur de l'augmentation de l'inflammation. Si vous voulez diminuer votre inflammation, attention à votre consommation d'alcool car les dégâts commencent dès le premier verre. On termine avec une catégorie où on retrouve à la fois des aliments anti-inflammatoires et à l'inverse certains qui sont très pro-inflammatoires. Ce sont les huiles végétales. Comme pour le lait, il y a les bonnes huiles et les mauvaises huiles et ça va dépendre à la fois de leur composition ou de leur transformation. Une huile avec une bonne composition mais qui aura été transformée
hydrogénée deviendra la pire ennemie de votre inflammation. C'est le cas par exemple de l'huile de colza. C'est une huile riche en acides gras polyinsaturés avec un bon ratio oméga 6 sur oméga 3. Mais si cette huile est modifiée industriellement, elle devient alors riche en acides gras trans et là, catastrophe, c'est ultra pro-inflammatoire. Une des pires huiles en termes de composition, c'est l'huile de palme qui est riche en acides gras saturés, mais surtout l'huile de palme transformée riche en acide palmitique. Consommée trop régulièrement, l'huile de palme peut entraîner une augmentation du cholestérol et une inflammation importante. Si on ne fait pas attention, il est fréquent de consommer des produits qui en contiennent et c'est une des huiles préférées des industriels. Adieu votre pâte à tartiner préférée car l'huile de palme, même certifiée durable, est très nocive pour la santé et surtout pro-inflammatoire. L'huile de palme est très stable à haute température, elle ne rancit pas et sa couleur orange donne une teinte plus vendeuse aux produits qui en contiennent. Tous ces avantages expliquent que malgré la catastrophe écologique qui se cache derrière le business de l'huile de palme, elle soit la plus utilisée au monde. La déforestation massive en cours dans de nombreuses forêts tropicales et équatoriales a en partie lieu pour permettre la culture des palmiers à huile. Une bonne raison de bannir les produits qui en contiennent de notre alimentation. Il s'agit là d'un enjeu qui dépasse de notre propre santé individuelle. On évite donc les huiles végétales trop riches en acides gras saturés, trop riches en oméga 6, car c'est ce qui est pro-inflammatoire dans notre alimentation. C'est le cas notamment de l'huile de tournesol, l'huile de maïs ou encore de soja, mais aussi et surtout des margarines. Remplacer le beurre par la margarine est une mauvaise idée, car c'est très riche en acides gras trans, le pire pour votre inflammation. Cette vidéo touche à sa fin. Vous ne savez plus quoi manger et tout vous semble inflammatoire dans votre assiette et vos placards. Pas de panique, il existe heureusement de nombreux aliments anti-inflammatoires. Manger anti-inflammatoire ne se résume pas à retirer les aliments pro-inflammatoires de son alimentation. Il faut savoir par quoi les remplacer. Si vous êtes un peu perdu face à ça, téléchargez votre guide de démarrage à la cuisine anti-inflammatoire où je vous guide dans vos premiers pas vers l'alimentation saine qui vous aidera à réduire vos douleurs chroniques et prendre soin de votre santé. Cette liste de 10 catégories d'aliments inflammatoires à éviter est loin d'être exhaustive, elle est cependant révélatrice des grandes catégories d'aliments qui provoquent l'inflammation. En résumé, pour avoir une alimentation saine, essayez de limiter au maximum les aliments pro-inflammatoires. Consommez-les avec modération sans pour autant les supprimer complètement. Se faire plaisir, c'est aussi savoir s'écouter et trouver l'équilibre. Ce sont les excès des catégories d'aliments suivants qui sont problématiques pour votre santé. Les produits laitiers, les produits riches en graisses saturées comme la viande rouge, les produits frits ou cuits à très haute température, les produits industriels avec additifs, conservateurs, trop gras, trop sucrés, trop salés, les produits ultra transformés dont la matrice a été modifiée comme les viandes transformées, les produits à index glycémique haut, trop sucrés à base de sucre raffiné ou édulcorant, les produits contenant des nitrites, les produits riches en gluten ou avec gluten ajouté à base de farine raffinée, l'alcool et enfin les huiles raffinées ou trop riches en oméga 6. Si vous limitez tout cela, les choses iront déjà beaucoup mieux pour votre corps, pour votre métabolisme et il y aura moins d'inflammation dans votre organisme. Vous aurez compris que le grand méchant pour notre inflammation, c'est l'industriel. Gardez en tête que les produits tout préparés, c'est pour dépanner. Si c'est un mode de vie et l'essentiel de votre alimentation, alors il faudra changer des choses et passer au fait maison pour réduire votre inflammation. Voilà pour cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et de la partager ou de l'enregistrer dans une playlist pour la retrouver. Partager mon contenu m'aide à faire grandir la chaîne et me booste aussi. Si vous pensez que cette vidéo peut vous aider ou peut en aider certains, alors abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire quel est l'aliment qui vous semble le plus difficile à éliminer de votre alimentation ou si vous avez déjà commencé à les éviter, quels effets ça a eu sur vous. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour d'autres conseils en nutrition bien-être. Prenez bien soin de vous, à très vite.